J'ouvre tout de suite le second débat de ce Sens Public sur cette date, ce discours historique. Un roi d'Angleterre dans l'hémicycle, ici au Sénat, devant des parlementaires des deux chambres. Point d'orgue d'une visite officielle de 72 heures qui marque le réchauffement des relations entre la France et le Royaume-Uni. Jérôme Rabier. Pour sa première visite d'État en France, Charles III s'est clairement inscrit dans les pas de sa défunte mère Élisabeth II, qui était venue en 2004 célébrer les 100 ans de l'entente cordiale au Sénat. Accueilli par le président de la Chambre haute, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, il a eu droit à la revue des troupes de la garde républicaine en guise de bienvenue. Il s'est ensuite dirigé vers le palais, où il a pu, et c'est une grande première pour un monarque, prendre place dans l'hémicycle. Sa mère avait dû se contenter de la salle de conférence. Devant 300 parlementaires, 150 sénateurs et 150 députés, son hôte du jour lui a réservé un mot d'accueil. Vous avez tenu, sire, à réserver au Parlement français le discours public que vous prononcerez dans votre visite d'État. C'est dire l'estime nouée entre la plus ancienne des nations parlementaires, le Royaume-Uni, et le parlementarisme français. Charles III s'est ensuite avancé à la tribune où il a prononcé un discours alternant l'anglais et un français impeccable. Après des années de relations franco-britanniques plutôt fraîches, marquées par le Brexit, il s'est aussi chargé, dans un élan diplomatique propre à sa fonction, de mettre en avant ce qui unit les deux pays. Là, à l'occasion de ma première visite d'État en France, je reste plus que jamais convaincu du caractère indispensable de la relation entre nos deux pays. Pour conclure, il a mis en avant un engagement personnel de longue date, la lutte contre le dérèglement climatique et pour la biodiversité, enjoignant Français et Britanniques à avancer ensemble dans ce domaine. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité. Les parlementaires lui ont répondu à leur façon par une standing ovation. Dont rêvait le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'ils ont dit juste après la standing ovation. Bonsoir Sylvie Bermann. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Vous êtes ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni, auteur de Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit, publié aux éditions Stock. Et puis votre tout dernier livre, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, cette fois-ci aux éditions Talendier. Catherine Marchal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeure en histoire et civilisation britannique à l'université Cergy Paris. Catherine Morin-Desailly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice Union centriste de la Seine-Maritime et vice-présidente du groupe France-Royaume-Uni. On est également en duplex avec Sacha Mitchell, qui est journaliste en charge du Royaume-Uni chez nos confrères de Courrier International. Bonsoir, bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Évidemment, Tam Tranui est resté à mes côtés pour ce second débat. Je commence peut-être par le faste de cette visite. On parlera beaucoup plus de politique après, évidemment. Sylvie Bermann, c'est classique pour un séjour royal en France, le dîner d'État à Versailles. On peut même faire beaucoup plus ? Oh, beaucoup plus, je ne sais pas, mais je crois qu'effectivement, ça correspondait à la pompe britannique, oui, qui est la caractéristique de la monarchie. Donc, d'ailleurs, le président l'a dit en disant qu'il n'y avait pas de meilleur lieu pour recevoir le roi Charles que Versailles. Souvent, les dîners d'État se font à l'Élysée, hein, mais là, effectivement, pour marquer cet événement exceptionnel, c'est la première visite d'État du roi, et puis ça rappelle la première visite de la reine également, où il y avait eu une réception à Versailles. Ouais. Alors, il y a eu un sondage Odoxa fait pour nos confrères du Figaro qui dit que 51% des Français désapprouvent le dîner de gala à Versailles. Bon, moi, je trouve que à côté de ça, il y a eu beaucoup de messages
de joie et de satisfaction de voir le roi et la reine à Paris. Catherine Marchal, le faste d'une réception à la française, c'est aussi un rouage, j'aurais pu vous poser la question, mais un rouage de la diplomatie, c'est pas totalement neutre, évidemment, ce qui se joue. Absolument. En fait, de toute façon, je pense que dans le fait de recevoir à Marseille pour un roi comme lui était absolument essentiel. De toute façon, ça fait aussi partie des us et coutumes dans la diplomatie, tout simplement. Donc moi, je partage votre avis sur le fait que les Français seraient en désaccord. Après tout, ce sont des usages. Bien recevoir quelqu'un comme lui en une première visite d'État paraissait tout à fait essentiel. Bon, bien sûr, on comprend bien qu'au mois de mars, si la visite avait eu lieu en pleine réforme des retraites, les choses auraient été plus délicates. Peut-être qu'il aurait fallu le faire ailleurs, voilà. ce dîner. Exactement. Oui. Mais en cette période-là, il me semble qu'en effet, c'était tout à fait attendu. Catherine Morin-Desailly, je ne sais pas si vous avez pu échanger quelques mots avec le roi. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu les coulisses de cette visite. On parlera politique après. Mais... Telle visite est assez difficile. D'abord, vous avez vu l'hémicycle, nous sommes très nombreux. Oui. Tout est très calculé, voilà, à la minute près, et donc on ne peut pas non plus déroger au déroulé normal, même si le roi, quand on le voit, il arrive, il a une certaine spontanéité, comme avait d'ailleurs Élisabeth II et le duc d'Édimbourg. Je me souviens avoir rencontré à l'ambassade de Grande-Bretagne au moment de l'anniversaire de la reine. Donc un moment émouvant, je dois dire, un moment solennel en même temps. Dans ce discours aussi, qui était un discours volontariste pour réaffirmer cette relation multiséculaire qui lie bien sûr notre pays au Royaume-Uni. Titre personnel, en tant que Normande, j'y étais très sensible. Oui, parce qu'il a fait pas mal de références à la Normandie en plus. Il a parlé de la Normandie. Oui. Est-ce qu'il y avait une solennité particulière au fait que ce soit dans l'hémicycle? C'est quand même rarissime. Élisabeth II, en 2004, elle avait parlé, elle, dans la salle des conférences qui jouxte l'hémicycle. C'est quand même un peu différent. C'est un acte fort de diplomatie et bien au-delà de la réserve habituelle des souverains britanniques, no ruling power, on le sait, ce discours est très fort. D'abord, il ne s'est pas fait sans l'aval du gouvernement, avec des messages forts à notre intention. On remarquera que les 3 premiers déplacements du roi Charles III se sont faits en Europe, en Allemagne, en Roumanie et en France. C'est un signe fort de volonté de réchauffement des relations qui était un peu glacial pendant ces dernières années. Le référendum, c'était il y a 7 ans. 5 ans de relations inexistantes ou compliquées. Et c'était un acte fort on va y revenir de réconciliation, en tout cas de rétablissement de relations normales. Oui, je voudrais me tourner vers Sacha Mitchell pour savoir comment cette visite est perçue côté britannique. Depuis Londres, la presse britannique, globalement, elle est ravie, elle est conquise. En tout cas, elle est ravie de l'accueil qui a été réservé au roi. Au bout de 2 jours, c'est considéré comme un succès. Le tabloïd The Sun, ce matin, parlait de grand oui royal. Cet après-midi, The Evening Standard, qui est un quotidien du soir gratuit à Londres, titrait carrément le roi de France. Et puis, il y a quand même une petite curiosité dans la presse britannique pour essayer de comprendre pourquoi il y a une telle fascination pour la famille royale britannique en France. Il y avait des articles dans The Daily Telegraph, The Spectator, qui essayaient de mettre le doigt dessus, à la fois peut-être en se disant que depuis qu'on a raccourci notre propre roi dans le contexte de la Révolution française, c'est le terme qui est utilisé par le Daily Telegraph, on essaye de le remplacer. Il y a peut-être aussi l'idée selon laquelle notre président, le président dans le cadre de la Ve République est une figure politique et qui peut être source de division. C'est ce que disait The Spectator dans un article ce matin aussi, et que du coup la figure d'un chef d'État qui est au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée politique, peut avoir un certain attrait pour les Français. Mais la presse reste lucide aussi, elle est bien consciente que pour une partie des Français aussi, il n'y a pas forcément d'intérêt particulier pour la visite, mais en tout cas elle est ravie, notamment de la réception hier soir à Versailles. Pardon de vous interrompre, je reviendrai vers vous sur les enjeux politiques dans un instant, Sacha Mitchell. Effectivement, c'est l'espèce de famille royale par procuration. On dit souvent ça ici en France. Je vous propose, tiens, sur cela, on va se concentrer maintenant sur la relation franco-britannique, et je vous propose, pour démarrer, d'écouter tout simplement Emmanuel Macron. C'était lors de ce dîner à Versailles, un mot-clé: fascination. Nos relations, certes, n'ont pas toujours été pacifiques.
Pourtant, ce mouvement d'oscillation, cette valse hésitation magnétique ont contribué à entrelacer nos destins, nos fiertés nationales, à apprivoiser cet ascendant mutuel, French Touch et Anglomanie, pour en faire un ferment d'émulation. Prouvant que s'il y a un sentiment qui est héréditaire entre nos deux pays, ce n'est pas l'inimitié, mais bien la fascination. Commencer à en parler, cette visite de Charles III, elle s'inscrit donc dans un contexte de réchauffement des relations franco-britanniques. Et oui, vous l'avez dit, Catherine Morin-Desailly, nous sortons avec nos amis britanniques d'années de froid polaire. Quelques exemples, Liz Truss, première ministre, qui a battu un record de brièveté, qui a été première ministre moins de 50 jours l'année dernière, avait quand même mis 3 mois pour répondre à cette question. Considérez-vous Emmanuel Macron comme un ami ou un ennemi? Elle avait fini par trancher en faveur d'amis, mais comme le dit l'adage, quand on a des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Avant elle, Boris Johnson, en 2021, avait lui rendu public une lettre sur Twitter où il avait bedonné dans le Dear Emmanuel. Il écrivait notamment « Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche. Comprendre, vous, les Français, reprenez vos migrants, de quoi occasionner une crise diplomatique d'ampleur entre Rosbif et Froggies. » Bref, les années qui ont suivi le Brexit ont été synonymes de dérives anti-européennes et anti-françaises. Et aujourd'hui, l'actuel Premier ministre, Rishi Sunak, tente donc de recoller les morceaux. C'est ce à quoi on assiste avec cette visite d'État. Car faut-il bien le préciser, ce n'est pas le roi Charles III qui a décidé de partir en goguette en France, mais bien le 10 Downing Street qui prévoit les déplacements du monarque. Et l'amitié franco-britannique a été célébrée de toutes les façons. Ode à l'entente cordiale par le roi Charles et par le président de la République, Emmanuel Macron. Prix littéraire franco-britannique qui a été lancé de concert par Brigitte Macron et la reine Camilla, ou encore diplomatie jusque dans l'assiette hier à Versailles où le comté 3 ans d'âge a côtoyé le Stichelton, fromage anglais donc, et où Gérard Larcher avait donc pour voisin de table Mick Jagger. On a cru avoir des visions lors de ce dîner, mais cela ne veut pas dire qu'un miracle va arriver et que les années d'incompréhension entre Londres et Paris vont être effacées d'un seul coup, car ce qui compte bien sûr, vous le savez Thomas, ce sont les preuves d'amour. Évidemment, donnez-nous des preuves d'amour. Eh ben, il y en a quand même eu quelques-unes. Il y a 2 semaines, on a appris le retour des chercheurs britanniques dans les programmes européens. Auparavant, au mois de mars, Rishi Sunak a annoncé donner 543 millions d'euros, très exactement, pour aider Paris à bloquer les migrants qui tentent d'aller outre-Manche. Cela lors d'un sommet franco-britannique où le Premier ministre et Emmanuel Macron sont apparus très proches. Ils avaient alors parlé d'entente renouvelée et de nouveaux départs. Mais lors de cette visite-ci, on retient surtout que Londres recule sur ses engagements climatiques. C'est tombé hier, hasard du calendrier ou pas. Rishi Sunak a parlé de pragmatisme en reportant l'arrêt des ventes des voitures thermiques de 2030 à 2035 au Royaume-Uni. Finalement, il s'aligne sur l'Union européenne, on croirait donc du Macron. Et on ne sait pas encore si le roi Charles III, qui est un écologiste convaincu, il y a consacré une large part de son discours ce matin, a apprécié cette nouvelle, alors qu'il était effectivement en plein service commandé pour la couronne, mais aussi pour le gouvernement. Alors, ce thème-là, le roi écolo, on y reviendra un peu plus tard, si vous le voulez bien, dans notre débat. Je voudrais qu'on reste sur cette question d'entente cordiale, de relations franco-britanniques. Est-ce que peut-être votre expérience, quand je ne sais plus à quelle époque vous étiez ambassadeur à Londres. 2014 à 2017. Est-ce que vous avez vécu des périodes de froid? Comment un ambassadeur peut travailler? Vous pouvez aussi évidemment vous appuyer sur d'autres capitales dans lesquelles vous avez travaillé, mais dans une période de froid polaire, comment on travaille? Est-ce qu'on réussit à maintenir du lien? C'est quoi le rôle essentiel qu'un ambassadeur, une ambassadrice? L'ambassadeur doit maintenir de toute façon le dialogue et la relation bilatérale, même quand il y a des désaccords. Donc moi, j'ai connu 2 périodes. Une période faste avant le Brexit et puis une période un peu plus difficile et un peu plus acrimonieuse après le Brexit. Mais il faut dire que les choses ont empiré, en fait, avec Boris Johnson et puis ensuite avec Liz Truss, parce qu'avec Theresa May, les choses étaient plus normales. Mais c'est vrai que le Brexit a créé un froid, que les Britanniques ont considéré, surtout la presse de droite, que les Français avaient voulu punir les Britanniques. Nous étions toujours mis en cause. Il est vrai que depuis le Moyen-Âge, c'est quand il y a un problème, always blame the French, critiquer, enfin blâmer
toujours les Français. Donc ça fait vendre du papier aux tabloïds britanniques. Oui, non, mais bien sûr. Et là, il y a une différence parce que c'est vrai que tous ceux qui étaient considérés comme partisans du maintien dans l'Union européenne, les Remainers, eux étaient tout à fait positifs vis-à-vis de la France parce qu'ils regrettaient cette décision. Mais au cours des années qui ont suivi, les choses ont empiré. Alors effectivement, il y a cette citation célèbre d'un éphémère Premier ministre avec Liz Truss. Mais Boris Johnson, qui parle français, qui était un maire de Londres plutôt amical, quand il est arrivé au pouvoir comme Premier ministre, était injurieux, effectivement, à l'égard des Français. Rishi Sunak, vous l'avez dit, Tam, mais comment ça se passe? C'est lui qui propose, qui décide des pays dans lesquels le roi va se rendre. Souvenons-nous qu'on devait être les premiers sur la liste, puisque c'était prévu au mois de mars, avant l'Allemagne. Alors en fait, le roi est chef de l'État et non chef du gouvernement, mais le vrai pouvoir se trouve en fait dans le chef du gouvernement qui est Rishi Sunak. Et donc ici, en fait, on imagine bien que les décisions ont été prises entre eux. Et donc bien, comme vous l'avez dit, le roi est venu ici à la demande de Rishi Sunak. Donc on voit bien que, comme on l'a dit, le fait de venir dans les 3 pays européens dans sa première année de règne a quand même un sens très important. Mais c'est vrai qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé hier soir. Au même moment, alors j'étais vraiment très frappée, puisque hier soir, je devais passer sur BBC Newsnight et j'ai passé l'après-midi à préparer l'émission. Et en fait, en milieu d'après-midi, eh bien, l'émission, et on devait travailler sur la visite du roi en France. Eh bien, en milieu d'après-midi, l'émission a été transformée. A changé de thème. Pour en fait revenir sur la décision. De ces décisions de chez Sunak sur l'écologie. On voit bien que finalement, au niveau européen, on a envoyé le roi et on permet en fait à avoir des nouvelles en France qui vont montrer cette visite, qui est vraiment une vraie belle visite, qui est une entreprise de charme. Mais de l'autre côté qui est vraiment très gênant, c'est qu'on se rend compte que du côté du Royaume-Uni, comme d'habitude, l'affaire est occultée. Et en fait, ce qui va vraiment compter, ce sont les élections législatives qui auront lieu l'année prochaine, puisque c'est ça qui a démarré hier soir. Oui, évidemment. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs reproché à Rishi Sunak de prendre ses décisions avec des idées électoralistes à ce moment-là. On va écouter un extrait du discours du roi Charles ici au Sénat en fin de matinée, justement sur ce thème de l'écologie, notre responsabilité collective. Nous devons, ensemble, œuvrer afin de protéger le monde de ce défi existentiel, le plus grand défi de tous, à savoir le réchauffement climatique, le changement climatique et la destruction catastrophique de la nature. Il est encourageant de voir les mesures prises par nos gouvernements, nos citoyens et de plus en plus par le secteur privé. Je pense depuis longtemps que nos entreprises peuvent jouer un rôle essentiel en travaillant en partenariat et en harmonie avec nos gouvernements et nos populations et investir des milliards pour développer les solutions qui permettront une transition réussie vers un monde durable. Je vous ouvre une parenthèse, j'ai adoré le côté je passe de l'anglais au français. Enfin, je ne sais pas si vous avez été sensible, mais c'était très poétique d'une certaine façon. Je reviens à la politique cette fois-ci et je me tourne vers vous, Sacha Mitchell. Effectivement, pour peut-être percevoir, c'est quoi? C'est un coup de jarnac, un coup de poignard. Comment vous interprétez-vous cette décision du Premier ministre britannique de rogner sur ses ambitions écologiques le jour où le roi Charles fait un discours comme celui-là? Il le savait devant les parlementaires français. Et justement, une partie de la presse, notamment des Evening Standard ce soir, se demandait si le passage que vous venez de passer, où il parle des entreprises et des investissements en lien avec la transition écologique, n'était pas peut-être une petite pique ou en tout cas une petite référence déguisée à ce qui s'est passé hier. On cherche toujours à lire entre les lignes des discours royaux, mais en tout cas, c'est effectivement, pour prolonger ce que disait Catherine Marchal, la question de la confiance qui est absolument primordiale ici, même si ça s'est réchauffé ces derniers mois. Cette visite, c'est vraiment le pendant soft power du sommet franco-britannique qui a eu lieu en mars dernier. C'est le fait de reconstruire cette confiance. Et effectivement, le fait de prendre des décisions un petit peu erratiques comme ça, ça peut continuer un petit peu à brouiller l'entente entre les deux pays. Catherine Morin-Desailly, quand vous entendez le discours de Charles III, notamment sur ces questions d'écologie, vous dites quoi? Il fait de la politique aussi, ce roi?
Il en a fait avant tout le monde sur ce sujet. Oui. En réalité, quand il y a plusieurs années, il nous alertait sur l'environnement en danger, la biodiversité remise en question. Il était visionnaire. Je crois que chacun s'accorde pour le dire. Donc c'est vraiment un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et il se fait l'ambassadeur de cette cause à travers le monde, au-delà du discours politique, bien entendu validé par le gouvernement britannique. Je voudrais ajouter que lors de cette visite, nous avons l'opportunité de rencontrer nos homologues. Les parlementaires de la Chambre des communes et des Lords étaient présents, ceux qui appartiennent au groupe d'amitié, et nous avons eu aussi des échanges en marge de ce discours. Et nous avons tous manifesté une réelle envie de travailler sur ces sujets, car la diplomatie parlementaire joue un rôle également. Sylvie Bermann, vous avez côtoyé plusieurs fois Charles quand il était encore prince. Vous l'avez même remis une décoration, c'est ça? Oui, le commandeur de l'Ordre national du mérite agricole, précisément pour ses activités depuis des décennies sur les questions de la protection de l'environnement. Et il était encore très actif puisqu'il avait réuni il a organisé une réunion ministérielle à laquelle à l'époque avait participé Ségolène Royal sur la protection des océans. Et oui, c'est un sujet qu'il avait à cœur depuis longtemps. Il est intervenu lors de la séance inaugurale de la COP21 et est toujours très convaincu et très présent sur ce sujet. Catherine Marchal, est-ce que c'est un roi qui est passé des paroles aux actes? C'est-à-dire si on fait un peu le bilan écolo de sa première année de règne. Alors, sa première année de règne, il a dû faire extrêmement attention puisque dans son rôle constitutionnel, il savait qu'il ne pourrait pas intervenir autant qu'il l'avait fait en tant que prince de Galles. Oui. Donc on peut dire qu'il a vraiment eu toute une période de sa vie, quand il était prince de Galles, où il a pu s'exprimer, où il a pu avancer sur ces questions-là, en particulier la jeunesse avec The Prince's Trust, où il a beaucoup fait pour... C'est pour ça qu'en fait, on voit bien, il a parlé du sport et de la jeunesse, et qu'il a rencontré des jeunes, je crois, à Saint-Denis. Mais en fait, il avait aussi tout ce point de vue holistique, puisque c'est pas simplement l'écologie, c'est aussi finalement une compréhension du monde qui est proprement holistique. Par contre, sa première année, on le voit bien, il a été très prudent. Il a fait en sorte de ne pas intervenir sur ces questions et à la demande de Rishi Sunak, il n'a pas assisté à la COP l'année dernière, et donc il a accepté, il ne l'a pas fait, il a simplement reçu à Buckingham Palace les membres, certains, et donc on voit bien qu'il a bien transformé son rôle, entre prince de Galles, il a été le plus long prince de Galles, on va dire, à celui de roi. Oui. Et là où j'étais très intéressée dans le discours aujourd'hui, c'est que c'était, vous l'avez dit, un très beau discours où le champ lexical du tissage et du fil était là. Oui. Il a parlé de la tapisserie de Bayeux, il a parlé de la France en tant que the fabric of his life, le tissu de sa vie, et il a parlé du fil d'or en tant qu'Élisabeth. Oui. Et je me disais, la plus belle acte de propagande, la première BD de propagande, c'est vraiment la tapisserie de Bayeux, et je me disais, on a là un vrai roi qui en fait sait nous charmer avec une entreprise de propagande formidable. Alors tiens, le tissu de ma propre vie, on a cet extrait, le roi francophile, on va en parler évidemment ensemble. Écoutons Charles III, autre passage de son discours, c'était en fin de matinée, ici au Sénat, devant sénateurs, sénatrices et parlementaires et députés réunis. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, à la fois inspiré et encouragé par les exemples de ma grand-mère et de ma défunte mère, la France a fait partie intégrante du tissu de ma propre vie. Pour eux, autant que je m'en souvienne, d'aussi loin que je m'en souvienne. D'ailleurs, j'ai été frappée lorsque je me suis rendu compte que c'était ma 35e visite officielle ici en France. Et à chaque fois que je viens, je suis vraiment marquée, frappée par la chaleur de l'accueil dont je bénéficie à chaque fois et par toutes les bonnes choses que nous pouvons faire ensemble lorsque la France et le Royaume-Uni travaillent ensemble. Là, à l'occasion de ma première visite d'État en France, je reste plus que jamais convaincue du caractère indispensable de la relation entre nos deux pays. Je le disais, Sylvie Bermann, vous avez souvent rencontré le prince Charles. C'est un vrai francophile, c'est pas seulement des mots, un discours?
Non, c'est un vrai francophile. D'abord, c'est un homme qui est très, très cultivé et qui aime la culture française. Et puis, c'est l'héritage de la reine-mère, de la reine Elisabeth aussi, qui malheureusement s'arrête à sa génération, puisque le prince William n'a pas appris le français. Mais oui, et ce n'est pas un hasard s'il est venu très régulièrement, bon, à titre officiel, remplaçant la reine, mais aussi parfois à titre privé. Et on sent qu'il y a une véritable sincérité. Quand il dit c'est le tissu de ma vie, ça correspond à une réalité. Et il connaît bien, je dirais, les références du discours et c'est pas fin. De même que la qualité de son français. Oui. Parce que bien sûr, c'est un discours qui est rédigé, mais qu'il lit parfaitement bien, sans buter sur les mots, comme quelqu'un qui ne connaîtrait pas vraiment la langue. Oui. Donc, c'est pas un chanteur ou une chanteuse qui enregistre un titre en japonais sans comprendre le sens des mots. Évidemment, je sais pas pourquoi cette analogie m'est venue des fois. Il y a des trucs comme ça. L'intelligence artificielle. En plus, non, Dieu nous en préserve. Catherine Morin-Desailly, il y a eu revenons aux choses sérieuses, dans le discours de Charles III sur cette question de la francophilie. Moi, il y a un passage qui m'a étonné quand il dit mettons en commun les forces du Commonwealth, des pays du Commonwealth et des pays de la francophonie. Oui. Comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais très sensible à cette approche, d'ailleurs, qui a été évoquée par le président Larcher et également. Oui. Donc il y a cette volonté dans la mondialisation de rapprochement de ces grandes communautés, alors qui ont des vraies différences, mais qui peuvent avoir en commun la défense de la diversité culturelle, la défense des droits de l'homme et un certain nombre de sujets, dont la préoccupation du développement durable et soutenable de la planète. Et je crois qu'on a besoin d'instances de ce type aussi dans les temps que nous traversons, dans un monde fait de menaces. Il a évoqué aussi la guerre, revenu sur le sol européen, avec les défis. Il a parlé de défis à plusieurs reprises. Je crois que ces instances, aussi où nous réfléchissons, la francophonie, c'est un certain nombre de pays, le Commonwealth également, et ils sont issus de tous les continents du monde. C'est la particularité des deux instances. Tous les continents, ils sont représentés. C'est important. Oui, mais alors, quand j'entends ça, Catherine Marchal, ma première réaction, mais j'avoue, voilà, peut-être que c'est un peu cynique de ma part, mais je me dis, mais ça va déboucher sur quoi? Enfin, bon, le roi dit ça, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ça peut prendre quelle forme? Alors, moi, je pense que ça peut prendre une très belle forme, en effet, parce que c'est un projet commun dans lequel vous pouvez rassembler, à la fois, vous pouvez aussi rassembler des étudiants, vous pouvez rassembler, en fait, des communautés qui vont se comprendre sur un sujet qui est commun et qui les touche, puisqu'on voit bien qu'en fait, les pays touchés par les problèmes de développement durable sont, en effet, une grande partie des pays du Commonwealth, c'est une grande partie des pays de la francophonie. Donc, peut-être qu'en effet, il y a quelque chose à faire là. Alors oui, peut-être... Mais quand il dit ça, pardon de vous interrompre, il sait que, puisque effectivement, c'était une partie du discours déjà arraché. Il sait que c'est déjà dans les tuyaux, pardon d'être un peu trivial. Alors là-dessus, je ne sais pas. Je pense qu'en effet, je pense que Madame la sénatrice le saura peut-être mieux que moi. Mais je pense que, pour le coup, moi, j'écoute ça en me disant, je vois ce qui peut être fait derrière. Je ne vois pas, en fait, un aspect politique. Alors, oui, il vient, en effet, donner un discours dans lequel il faut impulser quelque chose. Mais finalement, est-ce que cette impulsion-là, elle n'est pas peut-être plus intéressante que d'autres? Oui. Sylvie Bermann, il y a des exemples, peut-être, d'impulsions comme ça, de projets lancés par, alors peut-être la reine auparavant, ou vous voyez, qui ont été suivis de oui, tout à fait. En réalité, il y a déjà des contacts entre le Commonwealth et l'OIF. Il est à la tête du Commonwealth. Hein. Il a remplacé la reine dans ses fonctions. Mais à la suite... Enfin, même dans le contexte de la campagne du Brexit, l'idée, c'est que le Commonwealth allait remplacer l'Union européenne. Bon, ce qui était une illusion totale. Donc, c'était une version un petit peu agressive de ce que devait être le Commonwealth. Et aujourd'hui, au contraire, il appelle à la coopération. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu, entre les secrétaires généraux des deux organisations, des relations. Et puis après, effectivement, ça peut être décliné à un autre niveau pour des étudiants et des chercheurs. Alors, on va se poser une question toute simple maintenant, et je propose à Alexandre Poussard de nous rejoindre sur ce plateau. Mais pourquoi le roi Charles III a-t-il choisi le Sénat? Bienvenue. On est heureux de vous accueillir de nouveau, Alexandre.
Voilà. Pourquoi le Sénat? Eh bien d'abord, Thomas, pour s'inscrire dans les pas de sa mère, Elisabeth II, la reine était venue au Sénat en 2004 pour fêter le centenaire de l'entente cordiale et sa visite avait suivi un peu le même programme que celle de Charles III. Elle avait été reçue par les sénateurs et les députés réunis au Palais du Luxembourg. Elle avait à l'époque également tenu un discours devant les parlementaires, mais ce n'était pas dans l'hémicycle, c'était en salle des conférences. On va l'écouter. Notre attachement mutuel à la démocratie parlementaire est le socle de notre liberté et de nos valeurs communes. Les parlements continuent de jouer un rôle immense, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans l'édification de l'Europe de demain. Et puis c'est aussi, Alexandre, une visite qui permet de rendre hommage à la démocratie parlementaire. Oui, on le rappelle, le Royaume-Uni est la plus ancienne démocratie parlementaire. Il y a une forme d'admiration des Français pour cela. Et ce choix du Sénat, c'était aussi un hommage au bicamérisme, un Parlement à 2 chambres. Nos 2 démocraties sont organisées selon ce système. En France, l'Assemblée nationale et le Sénat. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes et la Chambre des lords. Et puis, pour Gérard Larcher, le président de la Haute Assemblée, eh bien, ce choix, il met en valeur les collectivités territoriales qui sont représentées par le Sénat. On va l'écouter. Vous avez choisi, sire, comme la reine Elisabeth II, lors de sa visite d'État en 2004, de vous rendre au Sénat. Nous voulons y percevoir un hommage au territoire de la République, que les souverains britanniques ont si assidûment parcouru et que le Sénat représente. Les collectivités territoriales de nos pays, au travers notamment des communes, ont noué tant de relations entre elles. Elles sont le socle le plus solide de notre amitié. Alors on peut noter aussi que le Sénat est un précurseur en termes de diplomatie parlementaire, puisqu'il y a 30 ans, le Sénat avait reçu pour la première fois un chef d'État étranger dans l'enceinte du Parlement français. C'était le chancelier allemand Helmut Kohl. Et puis, dernière raison qui pourrait expliquer ce choix du Sénat pour cette visite royale, eh bien, c'était au sein du Palais du Luxembourg, un ancien palais royal qui avait été construit pour la reine Marie de Médicis. Et puis tant pis si ce palais a aussi été le lieu du pouvoir de Napoléon, qui n'était pas un grand ami des Britanniques. On peut dire ça comme ça. Merci beaucoup, Alexandre, pour ça. Catherine Morin-Desailly, je me tourne vers vous parce que quand on voit, et c'est son destin depuis un an, quand on voit Charles, on pense à sa mère, forcément. Il y a ce comparatif en termes de charisme. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, écouter son discours, à scruter ses gestes? Moi, je lui trouve du rayonnement et une forme de charisme. Je crois qu'il ne faut pas comparer. Les personnes, c'est vrai qu'Élisabeth II, de par aussi la longévité de son règne, avait ce charisme incroyable. On voit les réactions au lendemain de son décès, mais je pense que cet engagement, justement, du prince de Galles, que vous avez bien rappelé, Catherine, autour d'une cause qui est si importante aujourd'hui, lui confère beaucoup d'humanité et de crédibilité, je trouve aussi dans son engagement, même si, encore une fois, c'est un engagement qui est un engagement de la diplomatie, mais pas un engagement politique de par la façon dont tout ça est construit en Grande-Bretagne. Cette intervention d'Élisabeth II, elle intervient dans un contexte politique particulier. On n'est pas longtemps après le refus de la France de participer à la guerre en Irak et le discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Et on entend que, elle y fait allusion, Élisabeth II, on n'a pas pu tout mettre. Est-ce que quand même, Élisabeth II, dont on a beaucoup dit qu'elle était pas politique et que peut-être Charles le serait un peu plus, elle n'était pas quand même un peu politique parfois, avec des petits signaux, et même plus que ça, là, dans ce genre de discours? Oui, tout à fait. En tout cas, elle a toujours joué un rôle diplomatique, parce qu'une visite d'Élisabeth II, comme d'ailleurs le roi Charles, ça a le même sens, c'est un signal de réchauffement, de rapprochement. D'ailleurs, c'est pour ça que Rishi Sunak y trouvait aussi un intérêt. Au départ, d'ailleurs, c'était une séquence très rapprochée. Donc oui, les souverains britanniques jouent un rôle diplomatique et pas politique. Sacha Mitchell, je reviens vers vous. Si on fait un peu le bilan de cette première année de règne du roi Charles III, il y avait quoi? Il y avait des craintes en Angleterre d'un affaiblissement de la monarchie après le décès d'Élisabeth II?
Il y avait des craintes à ce sujet un petit peu, effectivement, dans la presse, qui le disaient plus ou moins ouvertement. Et puis, au bout d'un an, force est de constater que tout le monde est un petit peu bluffé. Tout se passe dans la continuité. Il y a eu une période de deuil, il y a eu une période de transition, mais tout se passe dans la continuité. Il n'y a pas eu de gaffe notable. C'est ce qu'on craignait un petit peu. Il n'y a pas eu d'affaiblissement non plus marqué de la popularité de la monarchie dans l'opinion publique, à part chez les jeunes, et c'est une question qui va devoir, à mon avis, occuper pas mal d'esprit à Buckingham Palace, parce que c'est l'image future de la monarchie qui est en jeu là. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez un petit peu avant sur le Commonwealth et la francophonie, la presse a noté qu'au cours de cette première année, donc, il y a eu un réchauffement des relations avec les voisins européens. Il y a eu pas mal de choses faites aussi sur l'environnement, et il manquait un petit peu le Commonwealth. Et Charles III doit se rendre au Kenya bientôt, et là aussi ça va être un défi assez important parce qu'il est à la tête du Commonwealth en remplacement de la reine Elisabeth II, mais c'était pas automatique. C'est il est à la tête parce que la reine a proposé qu'il soit à la tête. Le monarque britannique n'est pas forcément à la tête du Commonwealth. Et puis au sein des pays du Commonwealth, il y en a certains qui songent à ne plus avoir Charles III en tout cas le roi d'Angleterre comme chef d'État. Je pense notamment à la Jamaïque, qui pourrait suivre l'exemple de la Barbade il y a 2 ans presque maintenant. Donc voilà, les défis sont devant. La première année s'est plutôt bien passée, mais les défis sont devant. Catherine Marchal, est-ce que, je vais être un peu trivial, on a mis les sujets qui fâchent sous le tapis pendant cette première année? Oui. Et en fait, je pense que, la personne ici, pardonnez-moi, vient juste de le dire. Je pense qu'en effet, il y a eu des sujets qui ont quand même été un petit peu compliqués. On n'a peut-être pas non plus évoqué les problèmes à l'intérieur même de la famille royale, puisqu'en fait, vous avez les problèmes de la jeunesse, vous avez les problèmes de la famille royale avec le Prince Andrew et Prince Harry, et vous avez aussi les problèmes du Commonwealth. Alors, on vient de l'évoquer. En effet, il y a la question des pays qui voudraient peut-être devenir des républiques dans les 14 royaumes du Commonwealth, mais vous avez en fait peut-être aussi une question derrière qui sera celle des réparations. Et en fait, ce sont des sujets qui vont revenir. Il y a aussi peut-être un dernier sujet qui pointe et qui est revenu plusieurs fois, c'est la question de la fortune que la monarchie a à travers ce qu'on appelle le duché de Lancaster. Donc en fait, ce sont des questions qui pour l'instant ont été mises de côté. Je pense aussi que le roi Charles III a eu beaucoup de chance aussi d'arriver à une période où finalement il a eu comme première ministre quelqu'un comme Liz Truss, qui, rappelons-le, est resté à peine 50 jours et qui finalement ne laissera pas une grande trace. Donc, du coup, il est apparu bizarrement comme une figure de stabilité qui arrivait finalement pour un peu comme l'adulte au milieu des enfants. C'est un peu et parce que c'est vrai qu'en effet son âge aussi joue pour lui et qu'au fond on se dit bon oui il a été prince de Galles, mais finalement l'une de ses premières rencontres importantes, Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, c'était aux obsèques de Charles de Gaulle. Mais vous avez aussi les rencontres avec Nixon dans les années 70. C'est quelqu'un qui a une expérience absolument incroyable et qui, comparé à des hommes politiques, comme les Truss, sont beaucoup plus importants et forts. Mais ça, on l'a beaucoup dit pour la reine Elisabeth, Sylvie Bermann. C'est une évidence que je veux dire, mais le privilège d'un roi ou d'une reine, c'est le temps. Et il voit défiler des premiers ministres dans son bureau, quoi. Oui. Oui, mais bien sûr, la reine Elisabeth, c'était l'histoire avec un grand H, parce qu'elle a rencontré tous les grands de ce monde pendant des décennies. Mais c'est vrai que l'interrogation qu'il pouvait y avoir sur les capacités du prince Charles à être roi était tout à fait surprenante, parce qu'il avait une expérience diplomatique sans pareil. Vous avez rappelé effectivement toutes les rencontres qu'il a eues. Depuis longtemps, c'est lui qui se rendait aux réunions du Commonwealth. Et je pense que personne au Royaume-Uni n'a une telle expertise diplomatique. Quand la reine est décédée, il y avait effectivement un certain nombre d'interrogations. Alors sur ses compétences, j'en sais rien. Sur sa popularité également, parce qu'il y avait toujours en arrière-fond cette histoire de Diana. Mais aussi parce qu'on lui avait reproché d'être trop
intrusif sur les questions de gouvernement, puisqu'il écrivait des lettres à tous les membres du gouvernement. C'était les mémos de l'araignée noire. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que, d'abord, il a une encre noire et puis un peu des pattes de mouche quand il écrivait. Et pendant des années, c'est le Guardian qui avait demandé la publication de ces lettres. Le procureur général avait refusé. Et, donc il envoyait ça au ministre. Il y avait, absolument. Et c'est vrai qu'il les bombardait un petit peu de lettres. Et finalement, quand ça a été publié, l'affaire s'est arrêtée parce que c'était sur les questions d'écologie, sur les questions du bien-être des soldats, donc uniquement sur des thèmes qui étaient tout à fait honorables. Et donc il y avait cette crainte qu'il soit aussi interventionniste, mais évidemment, d'ailleurs, il l'a dit un jour, il sait très bien quelles sont les fonctions constitutionnelles d'un pays sans constitution d'ailleurs, donc il joue parfaitement le rôle aujourd'hui. Ça avait surpris certains journaux. Moi, j'ai été beaucoup à Londres pendant cette période-là, et ils ont été agréablement surpris par ses premiers discours, qui étaient des discours tout à fait dignes et d'excellents discours. D'ailleurs, comme on peut le voir aussi bien le toast hier que cette intervention devant le Sénat. Et pareil en Allemagne, donc tout le monde a été rassuré et considère que c'est un roi qui leur fait honneur. Et je pense que le fait de l'accueillir avec tapis rouge aussi à Paris est très important et très apprécié à Londres. On écoute un dernier extrait du discours de Charles III qui concerne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Il a rappelé l'engagement de la France et du Royaume-Uni auprès des Ukrainiens. Aujourd'hui, plus de 80 ans depuis que nous nous sommes battus côte à côte pour la libération de l'Europe, nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien avec une solidarité résolue. Ensemble, nous sommes inébranlables dans notre détermination que l'Ukraine triomphera et que nos libertés si chères l'emporteront. Là aussi, Catherine Morin-Desailly, il avait sans doute prévu de dire ça, mais ça intervient alors qu'on apprend que la Pologne a décidé d'arrêter de livrer des armes à l'Ukraine sur fond de contentieux sur les exportations ukrainiennes de blé. Enfin, c'est une déclaration qui prend encore plus de force. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Elle est très ferme, très précise, très résolue. Et je crois que ça fait du bien aussi d'entendre ce discours. Moi, ça m'a particulièrement émue parce qu'il a bien rappelé que depuis 80 ans, voilà, il n'y avait pas eu la guerre en Europe. Nous allons célébrer d'ici quelques mois en Normandie, dans ma région, le 80e anniversaire du débarquement. Et on connaît le prix de la liberté, on connaît le prix de la paix. Et qu'il cite ces événements est tout à fait crucial, je crois, à l'instant où nous parlons. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. J'ai rappelé, Sylvie Berman, les titres de vos livres. Celui qui concerne l'Angleterre et le Royaume-Uni, Goodbye Britannia, le Royaume-Uni face au défi du Brexit. Et puis votre tout dernier, alors c'est chez Stock, et le tout dernier chez Talandier, Madame l'ambassadeur. Merci encore d'avoir participé à ce débat. On se dit à dimanche. Et on donne rendez-vous aux téléspectateurs de Public Sénat pour une journée spéciale élection sénatoriale. Ça commence dès 12h30 avec Alexandre Poussard aux manettes, et puis tous les résultats à partir de 17h30 jusqu'à 22h30. Toute la rédaction, toutes les équipes de Public Sénat sont évidemment mobilisées pour vous faire vivre ce moment important de notre vie politique. Et puis notez que demain dans la matinale, Oriane Monsigny reçoit Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, à quelques heures de l'arrivée du pape à Marseille. Belle soirée à toutes et à tous, à dimanche.